blindés, de vous inviter à écouter Marc Chassillan, qui est, alors c'est le pape a été élu la semaine dernière, mais je pense que Marc Chassillan est un pape des blindés en général, et il a une compétence et une connaissance du Charles Leclerc qui est exceptionnelle. Donc je l'ai invité à bien vouloir nous faire part de ses souvenirs sur la genèse et le développement de ce véhicule. Et à mon grand plaisir, il a accepté. Donc je ne vais pas parler plus longtemps. La carrière de Marc, vous la connaissez tous, sinon nous y reviendrons à l'issue de cette conférence. Marc, à toi la parole. Bonsoir tout le monde et merci Patrick pour cette introduction. Alors je ne vous cache pas que le sujet, d'abord c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que j'ai quand même passé une partie non, assez significative de ma carrière sur ce programme à divers titres, que ce soit pour les études, pour son développement, l'industrialisation, et puis les prospects export, le développement de dérivés, etc., etc. Voilà, donc ça représente une grande partie de ma carrière chez alors AMX APX. Voilà, donc moi j'ai démarré tout petit en sortant de l'ENSTA Bretagne en 86. Je suis arrivé à l'AMX APX. Le programme avait démarré, hein, je m'empresse de le dire, depuis pratiquement 4 ans. Et puis j'ai fait une grande partie de ma carrière chez Giat Industries, puis Nexter, voilà, que j'ai quitté en 2011. J'ai ensuite enchaîné avec une carrière de consultant. J'ai repiqué, comme on dit, dans le salariat en travaillant pour Arcus, enfin Renault Trucks Défense, Arcus, groupe que j'ai de nouveau quitté fin 2015 et depuis lors, j'ai poursuivi mes activités de consultant. Alors j'ai des activités assez variées à la fois de consultant technique pour un certain nombre de noms de la BITD. Donc, je reste fondamentalement un ingénieur, hein. Donc, je fais du conseil en ingénierie, j'aide les gens à répondre à des appels d'offres, ce qui n'est pas toujours facile. Je les aide dans le marketing produit, la stratégie, les alliances, etc., etc. Alors, à côté de ça, j'ai quelques petites... j'ai pas mal d'occupations. Je suis membre de la AT. Voilà. Je salue au passage mon président vénéré, Jean Amiot. Je suis membre du conseil du COPAM. Donc le COPAM, c'est le conservatoire des blindés d'Arcus. J'ai fait un jour partie de la chaire d'économie de défense de l'IHEDN avec notre camarade Olivier. Et puis j'écris beaucoup. D'ailleurs, voilà la preuve. J'écris beaucoup. J'écris des bouquins sur les blindés. Je suis scénariste de BD. Les aventures du colonel Mareuil, voilà, c'est un beau colonel de l'armée française comme on les aime et qui emploie des matériels Scorpion. Et puis j'ai écrit énormément, enfin j'écris toujours énormément d'articles dans les revues spécialisées de défense, en particulier le magazine Raid, pour lequel j'ai écrit énormément de hors-séries consacrées aux blindés, à l'artillerie, au génie, voilà, tout un tas de choses comme ça. J'ai écrit pour la revue de la Défense nationale, j'ai écrit pour Défense, j'ai écrit pour European Defense Review, voilà. Donc ça, c'est mes activités diverses et variées. Voilà. Je rentre dans le vif du sujet immédiatement et je remonte à l'année 75, euh, qui est une année absolument essentielle puisque c'est cette année-là qu'est créée la sous-commission char futur au sein de la commission blindée de l'armée de terre. Alors 1975, simplement un petit rappel historique, c'est à peine 10 ans après la première livraison des AMX-30, du premier AMX-30. Hein. Les premiers AMX-30, c'est 65-66. Donc c'est à peine 10 ans après, et on commence déjà à réfléchir à ce que sera l'après AMX-30, sachant que en 1970, il y avait déjà eu une préétude pour un char 1985, ce qui est quand même très intéressant.
Et moi, j'ai eu l'occasion de mettre la main sur les archives de cette époque, en particulier les comptes rendus de cette sous-commission Charfuture, et se plonger dans ces rapports, c'est absolument fascinant. À différents titres. La première, c'est la méthode qu'avaient choisie enfin, nos aînés, hein, je vais dire nos aînés, pour euh, faire mûrir le besoin du char futur, avec différents groupes de travail consacrés aux capacités, aux performances générales du char, consacrés à son coût de possession, consacrés la façon dont on allait le mettre en service. Et il y avait vraiment une réflexion très prospective. Alors cette sous-commission Char Futur, elle était nourrie de différentes choses. Elle était nourrie par la réflexion propre des équipes dites intégrées, hein, puisque cette commission faisait appel à tous les talents possibles de l'écosystème ministère de la Défense. Donc il y avait aussi bien des officiers de l'armée de terre que des ingénieurs des corps de l'armement qui intervenaient. Il y avait des experts de tout ce qu'on peut imaginer. Alors à l'époque, ça s'appelait pas la DRM, ça s'appelait le BRI, c'est-à-dire le Bureau de renseignement de l'état-major, qui nourrissait régulièrement la sous-commission avec des informations venant des différents programmes de nos alliés et bien sûr des développements de l'Union soviétique, puisque nous étions en pleine guerre froide et que l'objectif premier, c'était de mettre en service un char qui puisse un jour défaire le char soviétique d'en face. Moi, ce que j'ai retenu de cette sous-commission, outre la méthode extrêmement intéressante, qu'on pourrait tout à fait reproduire 40 ans après, parce que je ne pense qu'elle n'a pas pris une ride, cette méthode de réflexion, cette méthode d'analyse, qui a fait aussi appel à un certain nombre de simulateurs, ce qui était pour l'époque assez osé, hein, parce que la simulation en était vraiment assez balbutiement. Ce que je retiens des conclusions de cette sous-commission char futur, c'est que le char futur n'était pas un char, c'était un système multiplateforme 40 ans avant le MGCS. Donc on présente le MGCS comme une percée conceptuelle parce que on ne va pas remplacer un char par un char, mais on va remplacer un char par un système multiplateforme. Eh bien, en fait, la nouveauté, c'est raté. On y avait déjà pensé il y a 40 ans. L'idée, c'était de pouvoir développer autour d'un char canon à fort calibre, on va appeler ça canon à fort calibre, un blindé d'accompagnement, puisque on imaginait qu'une des terreurs du champ de bataille centre-Europe à l'époque des années 80, c'était le fameux hélicoptère Mi-24 Hind, qui était un hélicoptère extrêmement robuste, blindé, très fortement armé, capable de décocher des missiles jusqu'à 4 km. On ne voulait pas mettre sur le char principal un armement anti-hélicoptère, sinon on aurait transformé le char en arbre de Noël. Donc on en revient toujours aux mêmes réflexions sur le multiplateforme. Et donc on avait décidé le développement d'un blindé d'accompagnement anti-hélicoptère avec un canon de moyen calibre. Alors à l'époque il s'appelait le MCF, moyen calibre futur. Et puis capable de faire aussi ce qu'on appelle un appui lumière et un appui fumigène. Donc l'appui lumière, c'était, comme son nom l'indique, pouvoir tirer les obus éclairants. Et un appui fumigène, c'était la capacité de créer un rideau fumigène à 1000 ou 1500 mètres des unités de char amis pour pouvoir aveugler les conduites de tir adverses. À côté de ça, il y avait un véhicule poste de commandement et de détection, chose qui était très 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 nouveau aussi pour l'époque, puisque un de ces avatars sera repris plus tard dans le véhicule blindé modulaire sous la forme d'un véhicule de détection et de contre-mesure, dont je m'empresse de dire qu'il n'a jamais vu le jour. C'était un concept beaucoup trop avancé et beaucoup trop osé pour que tous les conservatismes ne le tombent pas dessus et le tuent. Et puis enfin, il y avait un véhicule blindé de tout temps et tout terrain de ravitaillement de l'avant, puisque l'analyse que l'on faisait du champ de bataille aéroterrestre face au pacte de Varsovie, c'était plus que de la haute intensité, on va appeler ça de l'hyper-intensité, et que on n'imaginait pas que les chars puissent être ravitaillés par de braves camions qui seraient arrivés par la route
Et donc il fallait mettre au point aussi une doctrine complètement nouvelle de ravitaillement quasiment sous le feu ou pas très loin du feu au moyen d'un engin dédié. Donc ça, c'était très intéressant. Ce qu'on trouvait aussi dans les rapports de cette sous-commission Char Futur, c'est un certain nombre d'éléments chiffrés que je vous livre tels qu'ils sont reproduits, mais ils sont assez édifiants. Je vous rappelle quelle était la posture de l'armée française à cette époque-là. Nous étions presque en deuxième échelon de l'OTAN. Le premier échelon étant constitué par les corps d'armée de la Bundeswehr, la 7e armée américaine, le corps britannique, la British Army of the Rhine, qui occupait un créneau dans le nord de l'Allemagne. Et nous étions en deuxième échelon avec les Belges et les Hollandais pour éventuellement boucher un trou que les Russes auraient fait dans nos défenses. Euh, la commission Chars Futur avait recommandé l'achat d'un peu plus de 1400 chars pour pouvoir doter toutes nos divisions, doter nos formations d'école, l'entraînement, un volant, on va dire, un volant de maintenance, hein, sachant qu'un certain nombre de chars ne seraient jamais prêt pour le combat immédiatement, donc il y avait un volant de maintenance, et tout ceci nous amenait à 1440 et quelques chars, dont 1200 en ligne, dont 1200 en ligne, et un des rapports extrêmement intéressants sur la façon dont ces chars seraient utilisés, c'est que euh, l'attrition, on prévoyait une attrition d'à peu près 800 chars en 2 semaines. 800 chars en 2 semaines. L'idée maîtresse de ce char, c'était une supériorité en matière de feu, dans la mesure où il aurait pu être amené à combattre dans un rapport défavorable de 1 contre 3 face aux chars soviétiques. Donc, tandis que nous perdions virtuellement 800 chars, on avait infligé à l'ennemi une punition de 2500 chars. C'était ça l'idée, c'était ça ce qu'on pourrait appeler le taux d'échange. Hein, voilà, le taux d'échange, que les Américains appellent le kill ratio. Voilà. Euh, et donc, c'est sous cette contrainte opérationnelle très forte, d'hyper-intensité, d'hyper-létalité, de très grande attrition et de taux d'échange très favorable de 1 pour 3 que la spécification, ou plutôt la FCM, hein, la fiche de caractéristiques militaires de ce char, enfin de ce système de char, de ce système de plateforme, pardon, hein, de ce système de plateforme, a été rédigée par la sous-commission Char Futur. Et c'était quand même extrêmement intéressant. Alors, quand on voit la période 1915-1984, on ne peut pas s'empêcher de rapprocher cette période de ce qui se passait ailleurs. Alors, qu'est-ce qui se passait ailleurs? Eh bien, les Soviétiques mettaient en service le T-72. En 1974, les premiers prototypes du char Léopard roulaient. Peu de temps après, les prototypes du char M1 américain roulaient. En 1973, c'est la guerre du Kippour. La guerre du Kippour, je le rappelle, c'est 3000 chars détruits en 3 semaines. 3000 chars détruits en 3 semaines. Ce qui fera que les Israéliens et l'arme blindée israélienne, totalement meurtrie par ces combats, lancera dans la foulée le développement du Merkava. Et donc nous sommes dans une phase dite de réflexion, ou phase papier, tandis que le reste du monde fait du copeau, fait du concret, fait des prototypes, des démonstrateurs, lance des programmes. Voilà. Et c'est là qu'intervient un événement majeur de l'histoire du char Leclerc, c'est la coopération franco-allemande. Donc la coopération franco-allemande, c'est une coopération qui a été initiée au plus haut niveau des deux États, de la République fédérale et de la France, donc le président Giscard d'Estaing et le chancelier Helmut Schmidt, qui décident de lancer un programme commun de chars. Entre 72 et 74, les Allemands fabriquent quand même 17 prototypes de Léopard 2, ce qui n'est quand même pas mince. Mais ça n'empêche pas qu'en 76, il y a la signature d'un accord franco-allemand sur un standard 120,
hein, le standard du canon qui équipe aujourd'hui le Leclerc et le Léopard, et qui, par migration, a équipé bien d'autres chars dans le monde, en particulier le char américain, mais aujourd'hui le char turc, le char coréen, enfin voilà, bon, énormément de chars sont aujourd'hui équipés de ce canon de 120, qui est donc à l'origine un standard franco-allemand. Et puis, nous progressons dans la réflexion sur le char, et on commence à dessiner, à faire quelques esquisses, et en particulier, nous arrivons à un concept qui est un peu le père du char Leclerc aujourd'hui, qu'on appelle le P-48. Alors ce P-48, c'est un char extrêmement compact, comme son nom l'indique, de 48 tonnes, qui est immédiatement comparé au Léopard 2, qui lui a le mérite d'exister. Et une des caractéristiques de ce projet P-48, c'est qu'il est beaucoup plus court que le char Léopard, et donc son châssis est plus léger d'un peu plus de 3 tonnes, 3 tonnes et demie, voilà. Ce qui fait que, à niveau de protection égal, il est beaucoup plus léger que le Léopard, qui doit monter, lui, à plus de 50 tonnes pour réaliser le même niveau de protection. Un autre différenciant, c'est que le Léopard, par la volonté de l'armée allemande, c'est un char à 4 hommes. Le P-48 est un char à 3 hommes. Et donc, il y a aussi un nouveau gain de masse qui est effectué sur la tourelle, qui est beaucoup plus plate, et qui a, du coup, des surfaces exposées inférieures à celles du Léopard, ce qui génère de nouveau un gain sur la masse consacrée à la protection. Et cet écart de masse et ce niveau de protection correspondant va constituer une des pierres d'achoppement entre les Français et les Allemands. Les Français ne voulaient pas entendre parler d'un char de plus de 50 tonnes. Les Allemands disant, de toute façon, nous on sait qu'on part de 54 mais on finira à 60, ce dont ne voulaient absolument pas du tout les Français. Et d'un point de vue technique, il y a quand même eu des convergences sur à peu près sur le reste de ce char dit franco-allemand, que les Allemands d'ailleurs avaient malicieusement dénommé Napoléon pour essayer d'attirer les bonnes grâces des Français. Et il est sorti un document tout à fait officiel d'une fiche de caractéristiques militaires d'un char franco-allemand. Le souci, c'est que à un moment donné, le Bundestag s'en est quand même mêlé. Et il a dit, écoutez, la coopération avec les Français est très bien. Nous, on n'a pas d'opposition politique à ça. C'est quelque chose de tout à fait envisageable. Le seul problème, c'est que le contribuable allemand a déjà payé pour le développement d'un châssis de char, en l'occurrence le Léopard, dont je rappelle, plusieurs prototypes étaient roulés déjà sur les pistes. Donc, si nous développons quelque chose, l'argent du contribuable allemand, ça doit être utilement employé au développement d'une nouvelle tourelle, donc une tourelle franco-allemande. Cette tourelle, évidemment, ne pouvant pas avoir autre chose qu'un canon allemand Rheinmetall. Finalement, quand on a regardé ce qui est resté aux Français de ce futur char franco-allemand, dont le châssis était forcément celui du Léopard, il nous restait grosso modo un quart du char, consistant en différents équipements de tourelle, probablement des viseurs, la motorisation et le chargement automatique que les Allemands ne voulaient pas fabriquer. Ajouter à ça des différences sur le calendrier, c'est-à-dire que les Allemands disaient, mais nous, on a lancé notre char Léopard avec un calendrier donné, on veut des premières mises en service début des années 80. Les Français disaient, oui, mais ça, c'est pas notre besoin, c'est plutôt début des années 90. Voilà. Donc tout ceci a fait que le programme s'est arrêté, voilà, et qu'en 1982, le ministre de l'époque a pris la décision de lancement du char futur français. À ce stade, je voudrais simplement faire une remarque. Avec la situation actuelle, on a l'impression que l'histoire se répète à 40 ans d'intervalle, puisque nous sommes en pleine discussion du MGCS avec les Allemands. Pour une mise en service, alors bon, plus personne ne sait exactement si c'est 40, 45, enfin bref, c'est très très loin, c'est dans très longtemps. Voilà. Et que les Allemands
ont décidé du financement d'un Léopard 3, voilà, qui doit prendre le relais du Léopard 2 après 2030, probablement 2035, le temps qu'ils mettent au point tout ça. Et à titre très personnel, mais ce n'est qu'un commentaire que je veux partager avec vous, je ne vois pas si d'aventure nous devions nous lancer dans le développement d'un MGCS, je ne vois pas le Bundestag dire je vais payer deux fois. Une fois pour le Léopard 3 et une fois pour le MGCS à si peu d'années d'intervalle. Voilà, mais c'est juste un élément d'appréciation de situation que je vous laisse, sur lequel je vous laisse évidemment réfléchir. Voilà. Mais c'est assez étonnant de voir comment, à 40 ans d'intervalle, Français et Allemands se retrouvent exactement dans la même situation qu'en 1982. Alors donc nous lançons les études de ce char futur, voilà. Et je dois dire que c'est extrêmement plaisant pour l'ingénieur que je suis et le fanatique de char que je suis de voir à quel point euh, il n'y a eu aucune limitation dans l'innovation et dans l'expression de la nouveauté quand il s'est agi de dessiner des concepts de chars que vous voyez sur l'écran. Je crois que les ingénieurs de l'époque, hein, de l'AMX et de la DTAT, hein, ont dessiné à peu près toutes les formules possibles et imaginables, avec des chars à tourelle classique, des chars à tourelle deux hommes, des tourelles téléopérées, des tourelles en superstructure, des groupes motopropulseurs à l'arrière, de manière assez conventionnelle, je dirais, des groupes autopropulseurs à l'avant, puisque à l'époque, on commençait à avoir quelques informations sur le Merkava, qui, comme vous le savez, a pour principale caractéristique d'avoir un groupe motopropulseur à l'avant. Et tout ceci combiné a donné un foisonnement absolument extraordinaire de concepts qui ont été évalués suivant des grilles extrêmement précises de paramètres et de performance, de mobilité, de protection, de capacité de feu, de détection, reconnaissance, identification, d'emplacement des optiques, Merci beaucoup. etc., etc. Finalement, en 1986, le concept dit TC2, donc tourelle classique numéro 2, est sélectionné parce que c'est lui qui présentait un excellent compromis, on va dire, entre les performances attendues et le niveau de risque qui était associé. Et donc c'est sur cette base qu'a été développé le char Leclerc. Et ce char Leclerc, dans son architecture projetée de 1986, n'était réalisable qu'à la condition de mettre au point un moteur compact. En fait, si le char Leclerc existe, c'est parce que le moteur hyperbare a été mis au point. Sinon, on aurait eu des moteurs tout à fait classiques, comme celui du Léopard 2, et il fallait rajouter un mètre pratiquement au châssis du char. Donc la faisabilité et les performances principales du char sont en grande partie dues au fait que nous avions l'intention de développer un moteur totalement révolutionnaire qui est à la base de la faisabilité même et de l'existence même du char Leclerc. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Alors je ne vais pas vous infliger pardon, l'histoire du moteur hyperbare. Si ça vous intéresse, vous retrouvez ça dans mon livre. Le moteur hyperbare, enfin le procédé hyperbare, un procédé thermodynamique qui avait été imaginé et mis au point euh, par Monsieur Melchior, et qui consistait en fait à augmenter considérablement le taux de compression et le taux de suralimentation d'un moteur diesel, de façon à ce que dans une cylindrée donnée, on puisse délivrer quasiment deux fois plus de chevaux qu'avec un moteur simplement turbo compressé. Donc le moteur du Léopard 2 délivre 1500 chevaux, il fait 12 cylindres et 48 litres. Le moteur hyperbare du Charles Leclerc délivre ces mêmes 1500 chevaux avec un moteur de moins de 16 litres et de 8 cylindres.
Voilà, donc vous mesurez aisément la performance. On a enchaîné la phase de papier par des phases évidemment de démonstrateurs. Donc d'abord, il s'agissait de euh, appréhender un domaine que nous ne connaissions pas, qui était la haute mobilité. Donc on a commencé par fabriquer ce qu'on appelait des VHM, des véhicules haute mobilité. L'AMX-30, c'est un véhicule de mobilité, on va dire, moyenne, qui se mesure en chevaux par tonne, donc c'est 20 chevaux par tonne. Voilà. Et là, il fallait passer à 30 chevaux par tonne. Donc il était essentiel d'avoir des véhicules haute mobilité, donc des démonstrateurs, des mulets, euh, avec lesquels nous nous sommes familiarisés avec la notion de haute mobilité, donc de l'accélération, des franchissements d'obstacles, des vitesses en tout terrain, etc., etc. Voilà. Donc on a fait plusieurs VHM, on en a fait trois d'ailleurs, hein, des véhicules haute mobilité. Et le troisième châssis de véhicule haute mobilité, il a servi à faire ce qu'on appelle le mulet système complet, quand on lui a mis une tourelle. Donc la tourelle, c'était la tourelle TSC, tourelle système complet, pour faire, alors non pas un char Leclerc, pour faire un mulet système complet. C'est-à-dire que fonctionnellement, cette chose qui est projetée là, elle a à peu près toutes les fonctionnalités attendues du char Leclerc, mais elle n'a pas encore complètement les formes du char Leclerc. Voilà. Ce mulet de mobilité, il a permis de déverminer énormément de choses, en particulier de la fonction feu, du tir en marche associé à la haute mobilité, etc., etc. Voilà, des évaluations ergonomiques. On a mis sur ce mulet système complet ce qu'on appelait un espion, hein, donc c'était une grosse boîte, je me rappelle, c'était une grosse boîte blanche qui permettait de regarder et d'espionner toutes les informations qui passaient sur le bus de données, puisque une des grandes révolutions du char Leclerc, ça a été d'introduire la numérisation complète du char, alors qu'avant nous avions des chars, si j'ose dire, mécaniques ou électromécaniques. Là, on passait à un char entièrement numérisé avec un digibus qui avait été emprunté au Mirage 2000 de Dassault. Voilà. Donc c'est un système qui a été abondamment testé sous toutes les coutures, comme vous pouvez l'imaginer, avant que nous passions à une phase de prototype. Donc on a fabriqué 6 prototypes, à peu près moitié-moitié entre la MX APX et l'usine de Roanne. Donc l'usine de Roanne, c'était l'usine qui était pressentie évidemment pour fabriquer les chars Leclerc. Et donc le fait de leur faire fabriquer des prototypes, ça permettait de commencer à les familiariser avec l'objet qu'ils auraient à construire en série. Voilà. Donc tous ces prototypes ont fait l'objet de campagnes complètes pour la qualification et la mise au point de toutes les fonctions. Donc il y avait des prototypes plutôt dévoués ou dévolus à la mobilité, d'autres à la fonction feu, etc. Bon, il y en a un qui a été sacrifié puisqu'il a quand même bien fallu tirer pour vérifier que les blindages tenaient bien. Voilà. Et tout ceci nous amène, voilà. Alors c'est ce que je voulais vous montrer, au moteur hyperbar, le fameux moteur hyperbar, qui est en fait la clé de l'architecture du Leclerc, hein, encore une fois, enfin la clé de sa compacité et la clé de sa faisabilité, et qui permettait en fait d'avoir un char plus léger que les autres, tout en étant d'être aussi protégé que les autres. Voilà. Mais c'est pas ce n'est pas une conférence sur le moteur hyperbar. Voilà. Alors, le char Leclerc et Mat, on est passé d'un programme, comme je le disais au début, de 1445 chars, ce qui était prévu par la sous-commission chars futurs, à 406 en 3 séries, avec des paliers en fonction des LPM. Hein, il y a eu des paliers à 545, il y a eu des paliers à 600 et quelques. Enfin bref, bon, finalement, on est arrivé à 406. Mais le fait d'arriver à 406 tient pratiquement du miracle parce que en 1994, le programme a failli être annulé. Alors pour tout un tas de raisons. La première, c'est que 1994, l'armée française se retrouve, comme toutes les autres armées européennes, sans véritable ennemi, enfin sans véritable ennemi de haute intensité. Donc un certain nombre de gens se disent, bon, qu'est-ce qu'on va faire de nos chars? L'autre aspect, c'est que d'un point de vue strictement politique, le fait d'avoir gagné le char, le contrat aux Émirats faisait qu'entre guillemets, les usines étaient chargées. Donc si les usines GIAT étaient chargées, les syndicats étaient contents, donc c'était peut-être pas la peine de commander des chars supplémentaires.
Enfin, je caricature à peine, hein, mais c'était le niveau des réflexions qui se faisaient dans les cabinets ministériels à l'époque. Et donc en 94, il a failli y avoir un couperet qui tombe sur le programme Leclerc, et pour dire les choses clairement, c'est-à-dire pas de commande de Charles Leclerc pour la loi de programmation 96-2001, quelque chose comme ça. Voilà. Et donc on se serait arrêté à la production de 135 chars. Bon. Heureusement, on est allé au-delà, on est allé jusqu'à 406, hein, fabriqués jusqu'en 2008, en trois séries, série 1, série 2, série 21. Bon, je je vais pas vous infliger les différences qui existent entre toutes ces versions. Il y a eu tout un tas d'évolutions sur l'optronique, le bus, etc., etc. Là, on va dire que l'évolution la plus significative d'un point de vue matière, c'est la série 21 qui a des blindages de nouvelle génération par rapport aux deux autres séries. Donc le char Leclerc, il est toujours bien sûr en service. 200 chars vont être rénovés entre 2024 et 2035. Donc on note d'ailleurs la cadence infernale de ce programme de modernisation, hein. Ça fait 20 chars par an, donc on ne peut pas vraiment dire que les usines soient extrêmement chargées. Enfin ça c'est un autre débat. Et puis, en parallèle de ce char, mais j'y reviendrai tout à l'heure, on a développé un dépanneur qui lui-même a une histoire qui est particulièrement inintéressante, mais je vais couper dans les virages parce que sinon on y serait jusqu'à 10 heures ce soir. Alors, ce qu'on peut dire sur ce char Leclerc EMAT, c'est que, enfin, ce programme EMAT, c'est plusieurs choses. La première, c'est que pour Giat Industries, ça a constitué une révolution industrielle, puisque, comme je le disais, on est passé d'un char mécanique ou électromécanique, la MX-30, à un char système. Donc, intégrer de la mécanique, c'est pas la même chose qu'intégrer du système. C'est-à-dire que non seulement il a fallu que les bureaux d'études se mettent à niveau, mais il a fallu que la production se mette à niveau. Et en particulier à Rouen et à Tarbes, donc à Tarbes où était fabriquée la tourelle, et à Rouen où était fabriqué le châssis et l'intégration finale du char, il a fallu complètement revoir les procédés de fabrication par rapport à la MX-30, et surtout toute la partie d'intégration système avec des bancs électroniques. Alors c'était une révolution à Rouen, hein, que de faire de l'intégration système en production avec des bancs électroniques, mais il a bien fallu le faire. Et puis l'autre révolution l'autre grosse évolution que je voulais signaler, c'est que du temps des arsenaux, donc du temps du GIAT que j'ai connu et que certains anciens qui m'écoutent ont évidemment bien connu, euh, la part de fabrication interne dans un char, en l'occurrence la MX-30, c'était quasiment 90%. En fait, sur un MX-30, quand on regarde bien, le seul équipement ou gros morceau qui était acheté à l'extérieur, c'était le moteur qui était acheté chez Hispano. Tout le reste était fabriqué dans les établissements du GIAT. Et même l'optique, qui étaient des optiques APX, hein, des optiques APX, ou des optiques SOPLM, qui étaient fabriquées par les ateliers optiques de l'époque. Mais tout, depuis le toit de la tourelle jusqu'à la chenille, était fabriqué dans ces arsenaux du GIAT, ce qui représentait 90% de la valeur ajoutée. Avec le Leclerc, cette valeur ajoutée, elle est descendue à 25%. Alors, il y a eu tout un tas de raisons pour ça. La première raison, elle est politico-industrielle, c'est-à-dire que toute la BITD terrestre française voulait jouer avec le Leclerc et voulait être dans le char Leclerc. Donc on a réparti les morceaux de Charles Leclerc dans toute la BITD, hein. C'est comme ça que... alors Patrick connaît parfaitement bien l'histoire des viseurs, hein. Il y avait un viseur-chef chez SFIM et puis un viseur tireur chez Sagem. Un chargement automatique qu'on a donné à Creusot-Loire, alors qu'en fait l'atelier de Tarbes en avait développé un aussi. Voilà, les motorisations de tourelle qui étaient données chez CS Défense, etc., etc. Donc il y a eu un puzzle industriel qui était destiné à satisfaire, entre guillemets, le côté vitrine technologique de la BITD française, et ce qui a fait que la valeur ajoutée de Giat Industries dans son char Leclerc a été quasiment divisée par 3 par rapport à l'MX-30. Donc ça aussi, ça a évidemment beaucoup contribué à ce qu'est devenu Giat Industries, à ce que sont devenus les centres, en particulier Tarbes qui a disparu. Voilà. Donc tout ceci a eu beaucoup de conséquences.
l'autre aspect qui est intéressant dans le programme Leclerc, EMAT, encore une fois, c'est qu'à côté du char, nous avons développé tout un environnement. Cet environnement comprenait des bancs électroniques, le fameux D2G, hein, voilà, bon, qui a été, qui est né pratiquement, je dirais, à l'occasion du Leclerc, pas forcément pour le Leclerc, mais enfin à l'occasion du Leclerc. Des engins aussi indispensables que des porte-chars, des wagons, des camions-citernes destinés à faire le plein sous pression des chars, comme sur les Formule 1, hein, voilà. Des simulateurs, bien sûr, des bancs complets de simulateurs. Donc ça aussi, c'était une révolution par rapport à la MX-30, puisqu'on est allé jusqu'à faire des simulateurs d'entraînement d'équipage. Un poseur de pont, le Sprat, l'engin de franchissement de l'avant, etc., etc. Et puis, il y a eu, à côté du char Leclerc, des développements tout à fait significatifs dans le domaine des munitions, munitions flèches en particulier, munitions polyvalentes, munitions d'entraînement, ainsi que le développement complet de la gamme Galix, puisqu'on peut dire que d'une certaine façon, le Leclerc a apporté sur les fonds baptismaux la solution Galix qui aujourd'hui est répandue sur tous les chars sur tous les chars et tous les blindés de notre armée de terre. Voilà, c'est tout ça le programme, c'est tout ça le programme Leclerc dans sa dimension industrielle, technologique, politique, j'oserais même dire syndicale, voilà, dans son côté soutien, dans son côté maintien en condition opérationnelle, voilà, c'est tout ça. Aujourd'hui, le Charles Leclerc EMAT équipe 5 régiments, 4 régiments qui sont intégrés dans des brigades blindées, et puis le cinquième cuirassier, pardon, qui est aux Émirats Arabes Unis. Donc la rénovation du Leclerc va porter sur 200 chars et 18 dépanneurs. Bon, ce que l'on peut dire, c'est que c'est une rénovation qui prend un certain nombre de briques technologiques qui avaient été développées un petit peu, enfin quelques années avant, comme de manière pratique des nouveaux blindages latéraux, des blindages de mines, un tourello téléopéré. Alors, tourello téléopéré, c'est intéressant parce que il existait sur les prototypes de Leclerc à la fin des années 80 et pour des raisons de coût, on l'a supprimé. Ce qui n'a pas été une décision extrêmement intelligente pour le rétablir 30 ans après sur le toit du char. Mais enfin bon, ça c'est l'histoire des programmes. Et puis, nous savons que le char rénové aura bientôt un viseur-chef complètement nouveau, puisqu'il s'agit du Paseo de Safran, qui est sans doute un des meilleurs viseurs-chars au monde. Voilà, donc c'est un programme qui est en cours, et c'est un programme qui, nous croisons tous les doigts, euh, pour partie, pourrait migrer aux Émirats, puisque les Émiriens ont lancé aussi un programme de rénovation de leur propre char. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, excellente transition, comme on dit à la télé. Le contrat Émirat. Alors, il faut se remettre dans les conditions industrielles et politiques et financières de la création de Jet Industrie en 1990. Quand la nouvelle direction prend Giat, devenu Giat Industrie, en fait, le catalogue des produits du Giat n'est pas ce qui se fait de mieux, on va dire, pour correspondre aux attentes de marché. Voilà, je dis ça avec toutes les précautions possibles. Et il se trouve que le seul produit nouveau et véritablement révolutionnaire qu'il y a dans le catalogue de ce nouveau Giat Industrie, en fait, c'est le Charles Leclerc. Donc, Jet Industrie va tout faire pour vendre ce char à l'export, sachant que les quantités EMAT, nous ne faisions aucune illusion sur le fait qu'elles n'allaient pas s'accroître, mais plutôt diminuer. Donc, il nous fallait absolument ce contrat. Bon, ce contrat, je passe les détails. On est parti faire une démonstration en 1992 aux Émirats avec un char EMAT, qui s'est d'ailleurs plutôt bien comporté. Et en 1993, face au char M1 américain et face au char britannique Challenger, les Émiriens choisissent le Leclerc. Bon, évidemment, énorme coup de tonnerre. Pour le nouveau Giat Industrie, c'est un défi immense à relever. Il y a quand même 400, presque 400 chars à fabriquer, des dépanneurs
qui n'existe pas. En 1982, en 1993, le dépanneur n'existe pas. Donc ils l'ont acheté sur papier, si j'ose dire, hein. Voilà, comme on achète un appartement sur plan, ils ont acheté le dépanneur sur papier. Euh, un, un- un système logistique complet, avec des simulateurs, avec des bancs, enfin, etc., etc., enfin, extraordinaire. Une quantité phénoménale de munitions qui était associée à tout ça. Alors, là encore une fois, on pourrait faire une conférence sur le contrat UAU, ce qu'évidemment je ne vais pas faire. Donc les chars sont livrés jusqu'en 2000, jusqu'en 2008. Le 2008 est la date où nous fermons la chaîne de fabrication des chars Leclerc. Les premiers chars sont livrés en 95. Voilà. Et il y aura deux campagnes de vérification avant de livrer les chars. Donc les Émiriens n'ont pas demandé à être livrés avec des chars Leclerc et Mat, ils ont demandé de nombreuses modifications, dont la plus grosse, la plus visible, c'est le changement du moteur. Donc c'est un moteur allemand, un moteur MTU 883 avec une boîte Renk, ce qui évidemment a été un défi considérable pour les équipes de Satori, que mener deux lièvres à la fois, parce que je rappelle qu'en 93, il y a assez peu de chars et Mat en service. On a livré la T1, on s'apprête à livrer la T2. Voilà, et il faut développer quasiment un nouveau char à côté, puisque les Émiriens ont demandé beaucoup de modifications par rapport au char EMAT. Donc ce moteur et ce groupe autopropulseur dont je viens de parler, des modifications dans les viseurs, et ils demandent un Battlefield Management System, donc un système d'information tactique, qui sur le char Leclerc était installé, mais un peu embryonnaire, on va dire, alors que là, il voulait quelque chose de vraiment très avancé, avec des écrans en couleur, etc., etc. Donc en fait, on a livré aux Émiriens un char plus performant que le char EMAT, hein. Ça, il faut quand même il faut quand même le rappeler. Voilà. Donc tout ceci a pris beaucoup de temps, ça ne s'est pas fait sans douleur. On a livré des chars qui n'étaient pas dans la définition définitive, donc il a fallu les rétrofiter, ça a coûté beaucoup d'argent. D'où tous les articles qui ont pu être écrits sur ce contrat et sur son résultat financier à terminaison, qui n'a jamais été évidemment un exemple à suivre. Je vais dire ça comme ça. Il n'empêche que le char Leclerc des Émirats est le seul char Leclerc qui a fait la guerre. Voilà, et j'y reviendrai tout à l'heure. Alors les déploiements du char Leclerc. Euh, En 1999, nous déployons des Leclerc, d'ailleurs c'était les chars du 501, qui étaient commandés à l'époque par le colonel de Villiers, devenu SEMA après, et qui est rentré avec ses chars au Kosovo, à Mitrovica, en ayant traversé une partie du nord de la Grèce. Voilà, enfin bref, bon. Euh, donc une mission d'interposition avec une chose intéressante, avec le premier déploiement OPEX des chars émiriens, puisque au Kosovo se côtoyaient des chars EMAT et des chars émiriens. Les Émiriens voulant, alors pour tout un tas de raisons politiques, montrer qu'ils existaient, qu'il y avait une vraie coopération à la fois industrielle et aussi opérationnelle avec l'armée de terre française. Donc les cavaliers français ont eu le plaisir de côtoyer les tankistes émiriens au Kosovo en 1999. Ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est plutôt bien passé, à la fois en termes de soutien et d'emploi. Bon, faut dire que l'armée de terre avait quand même mis le paquet pour que tout se passe bien. Donc voilà. Et on a tiré un certain nombre de leçons de ce déploiement au Kosovo. Et donc je m'empresse de dire que les Leclerc n'ont pas tiré un seul coup de feu. Ils étaient là en interposition pour faire peur à tout le monde, ce qui a plutôt bien fonctionné d'ailleurs. Une chose que je signale et qui n'est pas une anecdote, c'est qu'en 2005, l'armée française a déployé 40 chars Leclerc en Ukraine. C'est suffisamment significatif pour le signaler. C'était un déploiement que l'armée française avait imaginé comme étant un déploiement de masse en OPEX d'une unité lourde.
qui était sérieusement environné, hein, puisque à côté des Leclerc, il y avait des EBG, il y avait des VAB, il y avait des AUF1, il y avait, et puis une montagne de pièces de rechange, de logistique, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est un petit clin d'œil, parce que quand on sait ce qui s'est passé après, ça vaut le coup de le signaler. Le Liban, dans le cadre de la FINUL, donc, nous avions de magnifiques Charles Leclerc peints en blanc, dans le cadre de la mission FINUL au sud Liban. Ce qui a valu d'ailleurs quelques scènes un peu, alors je vais pas dire chaudes, mais on va dire très tièdes, avec les Merkava israéliens qui étaient juste de l'autre côté de la frontière. Et dans mon livre, vous verrez une photo prise à travers l'oculaire d'un viseur-chef de char Leclerc, où il y a une magnifique croix de tir en plein milieu d'un Merkava. Donc pour dire qu'ils étaient vraiment très près et que ça aurait pu, sur un malentendu, comme on dit, dégénérer. Et puis il y a le Yémen en 2015. Alors ça, c'est déjà beaucoup plus sérieux parce que, encore une fois, c'est le seul déploiement du Leclerc en opération. Le Leclerc fait la guerre. Le Leclerc tire de nombreux coups, est impliqué dans opérations et de manœuvres, fait face et fait plutôt face de manière très très correcte en comparaison de l'engagement, par exemple, des M1 saoudiens qui a été une véritable catastrophe. Le Leclerc se tient bien. Il faut dire que les Émiriens, eux aussi, avaient mis le paquet. Ils ont fait preuve d'un très grand professionnalisme sur cette affaire. Ils ont très correctement environné tactiquement leurs chars avec des véhicules de combat d'infanterie, des BMP-3, avec de l'artillerie, des G6, avec un très solide échelon logistique de rechange, etc., etc. Plusieurs chars seront touchés, ce qui est quand même significatif. Mais aucun char ne sera perdu. C'est-à-dire que les chars touchés ont soit été réparés sur place, donc il y a eu deux chars qui ont sauté sur des mines, train de roulement, enfin éléments de suspension détruits, chaînes coupées, enfin chenilles coupées, etc., etc., mais ils ont été réparés. Deux chars ont été beaucoup plus sérieusement touchés par des missiles anti-chars Cornet. Alors le Cornet, je peux vous dire que c'est une vraie saloperie. C'est un des missiles anti-chars les plus puissants au monde, c'est un missile d'origine soviétique, missile anti-char. Les chars ont été, une partie du blindage du char a été perforée, mais on va dire que grâce à une bonne architecture intérieure, en particulier la participation des réservoirs de carburant à la protection globale du char, ça s'est soldé malheureusement par un mort. Il y a eu un pilote qui a été, qui a été tué dans cette action. Mais les chars ont été réparés, ils ont été ramenés aux Émirats. À partir de caisses, de vieilles caisses de chars Leclerc et Matt, on a redécoupé des caissons et des avant de caisses et on a reconstruit les chars et les chars sont de nouveau opérationnels. Donc, extrêmement satisfaisant. Les Émiriens ont loué la fiabilité du char, l'excellence de ses optiques, la qualité du tir. Du coup, ça les a confortés dans l'idée que, avec le Charles Leclerc, ils disposaient d'un vrai capital et que ce capital, il fallait le conserver, l'entretenir, le moderniser, en clair, en prendre soin, quoi. Voilà, d'où ce programme de modernisation qui fait encore toujours l'objet de discussions avec KNDS France et qu'on espère voir tous aller au bout. Et puis je cite les déploiements très récents qui sont dus au ce qu'on appelle les Enhancement Force machin, là, enfin les trucs de l'OTAN, qui consistent à renforcer les frontières de l'Europe à l'Est, donc en Roumanie, en Estonie et en Pologne. Et donc là, très régulièrement, nous avons des escadrons de chars Leclerc qui sont engagés dans ces opérations de réassurance. Donc voilà pour le déploiement. Alors, dans tous ces déploiements, le Leclerc est accompagné de ses chars de dépannage, hein. Ne jamais l'oublier. Donc les DCL, ce qu'on appelle les dépanneurs chars Leclerc, participent évidemment à chaque fois à ces opérations. Alors, un petit mot sur l'export, parce que finalement, aujourd'hui, notre char n'est employé malheureusement que par trois armées. L'armée française, l'armée des Émirats et puis l'armée jordanienne, qui a récupéré sous forme de cadeau une soixantaine de chars des Émirats. Et là, je vous ai mis tous les drapeaux dans lesquels, finalement, soit on a fait des offres, soit on a été impliqué dans des opérations, des compétitions, etc., etc. Alors, tout en haut, ce sont les trois drapeaux, donc Arabie Saoudite, Qatar et Taïwan.
Trois drapeaux qui représentent des pays dans lesquels on aurait pu vendre le char Leclerc et on y a été soit empêché, soit alors sans compétition, hein, je le précise, sans compétition, soit on s'y est pas forcément bien pris. Alors, l'Arabie Saoudite, on a fait les premiers essais en 1995 hein, avec le char Leclerc. Euh, il y a eu un certain nombre d'opérations, c'était avec la Sofresa à l'époque, un certain nombre d'opérations d'offres qui ont été faites avec l'Arabie Saoudite. Et au moment où on pensait signer, alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que j'ai pas envie de divulguer ce genre de choses, mais on va dire qu'un ministre n'a pas forcément eu la bonne attitude. Et du coup, les Saoudiens ont dit Malèche, tant pis, c'est pas grave. Hop, Ah, offre pour le coupure. Qatar. D'ailleurs, c'était une offre Leclerc, VBCI, César. Une offre budgétaire. Et en 2010, 5 ans après, alors malgré l'entretien de relations extrêmement étroites avec le Qatar, bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, en 2010, le Qatar il dit bah, ok, allez, j'achète 40 Charles Leclerc. Et là, on leur dit bah oui, mais les gars, la chaîne a été démantelée en 2008. Bon, de nouveau, Malèche, tant pis, bah, on va acheter des Léopard 2. Et puis Taïwan, alors Taïwan, ça c'est une opération que j'ai suivie de très près, puisque j'étais responsable de cette affaire. Les Taïwanais nous disent, dites, vous nous avez vendu des Mirage 2000, donc très bien, vous nous avez vendu des frégates, très bien, vous nous avez rien vendu dans le domaine terrestre, on veut des chars Leclerc. Ils nous le disent comme ça. Donc ça m'a valu Taïwan pour préciser le besoin. Alors bon, je vous passe sur le fait qu'il y avait un certain nombre de modifications à effectuer sur le char Leclerc, et ils en voulaient 400. J'ai fait une offre budgétaire à l'époque de 10 milliards, ce qui les a même pas fait sourciller d'ailleurs. Ils voulaient une quantité impressionnante de munitions, 400 chars, des dépanneurs, enfin voilà, le package complet. Et au moment où on pensait avoir la SIEM, le coup près est tombé. Nous ne vendons plus rien à Taïwan. Nous avons l'intention de rétablir nos relations avec la Chine. Voilà. Donc voilà comment 400 chars Leclerc, définition EMAT, hein, je le précise, nous sont passés sous le nez. Alors ensuite, il y a eu un certain nombre de prospects comme la Turquie, l'Afrique du Sud ou la Grande-Bretagne qui avaient lancé des appels d'offres formels pour renouveler leur flotte de chars. Et en fait, il n'y a eu ni vainqueur ni vaincu dans ces compétitions, puisque dans chacun de ces cas, les Turcs ont décidé de faire un char eux-mêmes, les Britanniques ont décidé de faire leur Challenger 2, voilà, et l'Afrique du Sud a laissé tomber le programme, ils ont dit finalement on n'a pas besoin de chars. Ensuite, il y a eu la Suède. La Suède, c'est la première compétition dans laquelle le Charles Leclerc a été impliqué. C'était en 91. Donc en 91, en fait, qu'est-ce qu'on avait comme Charles Leclerc? On avait des protos. Voilà, enfin pas beaucoup plus que des protos. C'est-à-dire des choses qui n'étaient absolument pas du tout matures, qui avaient besoin d'encore beaucoup de développement et de progrès et d'évolution pour les amener à un stade acceptable d'emploi. Et donc évidemment, face au Léopard 2, on n'avait pratiquement aucune chance, mais bon, ça a été, on va dire, un galop d'essai. Sachant que, bon, je vous le dis tout de suite, la compétition a été complètement biaisée, puisque au départ, l'armée suédoise avait dit je veux des Léopard 2. Le gouvernement a dit il n'en est pas question, nous allons lancer une compétition en bonne et due forme. Si le Léopard 2 gagne, tant mieux, sinon tant pis. Donc évidemment, je peux vous dire que le FMV, c'est-à-dire l'équivalent de la DGA suédoise, et les militaires suédois ont tout fait pour que le Léopard 2 arrive en tête. Je suis allé aussi en Libye, voilà, c'est le petit drapeau d'à côté, pour faire une offre de 50 chars. Alors c'était à l'époque de Kadhafi, hein, voilà, bon. Et bon, le problème c'est que Kadhafi nous a quittés prématurément, donc évidemment on n'a jamais livré aucun char. Et puis ensuite il y a eu euh, d'autres offres avec la Colombie qui voulait des chars d'occasion. Bon, ça ne s'est jamais fait. Et puis, on a discuté, bien sûr, avec Oman, avec le Koweït. Voilà, mais bon, il y a jamais eu, ça n'a jamais été au-delà. Voilà. Donc voilà un petit peu le bilan export. Le bilan export du Charles Leclerc. Alors, moi, évidemment, je vis depuis 20 ans avec le regret de Taïwan, le regret de l'opération foirée en Arabie et puis et du Qatar.
Parce qu'avec tout ça, on rajoutait pratiquement 700 chars à l'inventaire actuel. Alors les dérivés, rapidement, on a imaginé tout un tas de dérivés sur le char Leclerc, y compris, vous voyez en bas à droite, un véhicule antiaérien Crotale, qui était en fait destiné à l'Arabie pour remplacer les Shahin sur MX-30. Bon, le dérivé qui a eu la vie industrielle, la vie opérationnelle la plus intense, c'est quand même le dépanneur. Voilà. Mais à partir de ce dépanneur, on voulait développer aussi un engin du génie qui est en haut au centre. Et puis, ce qui m'a valu quelques missions en Europe de l'Est, en particulier en Ukraine, en Slovaquie et en Pologne, c'est le projet de tourelle T21 que vous voyez en haut à gauche, qui consistait à mettre sur un châssis de char T, alors ça pouvait être un T80, un T72, un T90, une tourelle plus légère que la tourelle du char Leclerc, on l'appelait T21, mais qui empruntait le système d'armes du Leclerc, c'est-à-dire le chargement automatique et le canon, redessiné et repackagé dans quelque chose de plus léger avec des viseurs plus abordables, en particulier un Savant 15 de Safran. Il y a eu des projets de poseurs de pont aussi, et puis en bas à gauche, vous avez le Leclerc qu'on appelait Terminator, c'est-à-dire un Leclerc d'escorte équipé d'une tourelle de 40, de missiles anti-chars et de munitions et de drones. Donc ça, on avait imaginé ça dans les années 2000, 2008-2009, avec pratiquement plus de 15 ans d'avance, avec finalement une des versions qu'on a vues ensuite sur le MGCS. Alors, le futur du Charles Leclerc, de manière factuelle, on va dire qu'aujourd'hui, c'est le Leclerc rénové, le Leclerc XLR, 200 exemplaires pour les forces françaises, et puis nous espérons un, un aboutissement positif aux Émirats. De son côté, KNDS France a développé le Charles Leclerc Evo, donc c'est le véhicule beige, pardon, qui est en haut à gauche, qui refont beaucoup la tourelle du Charles Leclerc avec un canon Ascalon de 120 mm, qui conserve le chargement automatique, mais qui a une particularité qui est que ce char a 4 hommes d'équipage, au lieu des 3 prévus dans le Charles Leclerc. Tout ça pourquoi? Parce que le Leclerc Evo rajoute énormément de systèmes et d'équipements à opérer à bord d'un char et qu'un quatrième homme s'avère absolument nécessaire. Donc un gars, ou une fille d'ailleurs, hein, puisque maintenant il y a des équipages féminins, qui prend place à côté du pilote, là où était avant le barillet de munitions. En haut à droite, vous avez le Terminator, donc c'est un véhicule qui a récupéré la tourelle T4 de 140 du Charles Leclerc. Donc le 140, c'est un projet de canon qui avait été développé au début des années 90, qui faisait l'objet d'un accord quadripartite États-Unis, Grande-Bretagne, Allemagne, France, pour défaire et détruire ce que l'on pensait être le char futur soviétique. Bon, vous imaginez qu'avec la révolution géostratégique qu'il y a eu derrière, c'est un canon qui s'est trouvé sans emploi, donc il est resté à l'état de démonstration. Alors on a tiré, hein, on a fait des munitions, on a même prouvé la performance de la munition flèche de ce canon de 140, c'est absolument redoutable, hein, c'est absolument redoutable. Mais bon voilà, alors peut-être que ça va revenir avec le MGCS sous la forme de l'Ascalon 140. Et puis en bas à droite, vous avez le IMBT, qui était en fait, l'idée c'était en fait de récupérer une tourelle très novatrice de chez KNDS, qui est en fait la même que celle du Leclerc Evolution, capable d'accueillir un système de protection active, un tourello anti-drone, etc., mis sur un châssis de Léopard, voilà, pour représenter ce que pourrait être la coopération franco-allemande. Et je crois qu'il est 19h31 et j'ai tenu mon délai. Parfait, tu reçois tous nos remerciements. Ta conférence était passionnante et je n'ai qu'un regret, c'est qu'elle ne continue pas davantage parce que nous buvions tes paroles. Je vais me permettre de te poser quelques questions un peu dans le désordre en fonction de ce que le chat m'a annoncé. Euh, je te prie de m'excuser si la série des questions que je te pose est peut-être un peu brouillée. D'abord, une question personnelle. Donc,
On a livré à l'armée française 406 chars, il en reste 200. Que sont devenus les 206 autres? La question sous-jacente est, sont-ils stockés quelque part? Sont-ils éventuellement récupérables à un moment donné pour les remettre en état et reconstruire sous une version améliorée? Ou sont-ils morts? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je crois que c'est l'année 2008 ou 2009 où l'armée française a aligné le plus grand nombre de chars Leclerc dans ses régiments. Il y en avait plus de 340. C'est le pic. C'est le pic du parc Leclerc, toute version confondue. Ce qui signifie qu'il y en avait déjà plus d'une cinquantaine qui ne l'étaient pas sur 406. Voilà. Alors en fait, il s'agissait des T1, T2, T3, qui étaient des séries, enfin des séries pré-séries, hein, voilà. Bon. Donc des chars qui n'ont, alors pour les T1 et T2, ça c'est absolument clair, qui n'ont jamais atteint la maturité nécessaire pour les déclarer opérationnels. Dans la foulée, les T3 alors certains T3 ont été cannibalisés pour servir de pièces de rechange aux autres. Il y en a quelques-uns qui ont été transformés en chars Mars. Donc le Mars, c'était un remorqueur. En fait, c'est un char Leclerc. On enlève le chargement automatique, le canon, etc., etc. Et on le transforme en remorqueur pour aider les dépanneurs à faire le boulot d'évacuation sur le champ de bataille. Alors, entre ces 350 et les 200 programmés aujourd'hui, donc de 2008 à 2035, en fait, euh, certains chars ont servi encore une fois de magasin de pièces de rechange pour faire fonctionner les autres. Puisque les budgets MCO hein, ont toujours été complètement squelettiques, en particulier pour le Charles Leclerc. Donc l'armée de terre, elle a fait ce qu'elle a pu, la pauvre. Hein. Donc elle a cannibalisé. Et alors j'en discutais il n'y a pas très longtemps avec Charles Baudouin, qui a quand même été patron du programme et patron de la stat pendant un bout de temps. Il me disait qu'il y avait encore potentiellement, mais j'ai pas été vérifié, je suis pas allé ni à Gien ni à pardon, l'autre établissement de la CIMT là. Bon, enfin, peu importe. Pour aller vérifier, il y aurait 50 chars à peu près complets, Hmm. encore, en plus des 200. Voilà, me dit-il. Alors tous ceux qui ont été cannibalisés, il reste plus que les caisses et les carapaces. Donc il y a eu des marchés de démolition et de déconstruction que la DGA a passé à des ferrailleurs. Voilà. Donc il y a un certain nombre de Leclerc qui ont été réduits en poudre. Donc voilà ce que je peux dire aujourd'hui de l'état du parc Leclerc. Merci beaucoup. Donc, peut-être que nos casseroles dans nos cuisines sont des Leclerc qui ont été refondus. Il y a notre ami Xavier qui s'est étonné de la longueur du développement d'un char comparativement à la longueur qu'il a connue du développement du porte-avions Charles de Gaulle. Il y a une question d'avenir que nous avons. Quand y aura-t-il, s'il y a un jour, ça l'a remarqué de moi, un char conforme aux exigences de certains partis politiques, à savoir un char électrique et pas un char muni par un diesel? Je veux dire, ou bien, si tu veux, après 2035, pourra-t-on toujours acheter des chars Alors, avec des moteurs diesel? oui, la réponse que je vais faire, elle est extrêmement simple. C'est de la physique-chimie, hein, voilà. Oui, Bon, je sais donc bien. c'est à peu près incontestable. L'énergie contenue dans 1500 litres de carburant correspond à l'énergie embarquée dans des batteries qui occuperaient un conteneur de 20 pieds. Absolument, je suis entièrement d'accord. C'est c'est pas Donc ça signifie qu'on ah peut oui, faire oui. un char électrique, hein, c'est pas la question, mais il a une autonomie d'à peu près 40 km. Ouais, nous sommes tout à fait d'accord. Mais la question était posée et je pense qu'il me fallait la Oui, reposer. absolument, mais il y a eu même, enfin, on a fait quand même quelques petites règles de 3 et quelques petits calculs. On a regardé aussi si l'hydrogène pouvait
être un carburant éligible pour les blindés, en particulier pour un char. Alors aujourd'hui, l'hydrogène se présente sous la forme soit de piles à combustible, comme vous le savez, soit c'est de l'hydrogène sous pression, c'est des bouteilles de 800 à 800 bars. Alors, en, en énergie massique, l'hydrogène est supérieur au kérosène ou au gasoil. Le seul problème, c'est qu'il occupe un volume infiniment supérieur au gasoil ou au diesel. Et en fait, tout calcul fait, il faudrait rajouter l'équivalent de 4 mètres cubes à l'intérieur du châssis pour faire un char à hydrogène. Et en outre, l'hydrogène a la mauvaise idée d'être assez explosif et Oui, voilà, moi, si vous voulez, pas très en tant que sympathique. tankiste, je ne mettrai jamais mes fesses dans un char qui est propulsé à l'hydrogène, hein, ça, c'est absolument clair. Absolument. Alors qu'au Voilà. contraire, le gazole ou le diesel peut servir de blindage. Ah Les bah, comme l'a montré l'impact et- du Cornet sur un char Leclerc aux Émirats. absolument. Euh, il y a eu beaucoup de chars détruits dans la confrontation ukrainienne depuis les 3 ans que l'opération militaire spéciale se poursuit. Est-ce qu'on parle de 10 000 chars qui auraient été détruits, peut-être en additionnant les deux protagonistes? Est-ce que ces taux de perte ne sont pas des menaces pour la survie du char dans les armées? Alors, je répondrai que c'est une question récurrente Oui, qu'on se pose depuis 1943 à Koursk. oui. Je disais tout à l'heure que la guerre du Kippour, c'est 3000 chars détruits en 3 semaines. Mhm. Ce qui a fait dire aux belligérants de l'époque, euh, le char, ils n'ont pas conclu le char est mort, ils ont conclu il nous en faut encore plus. Absolument. Les, Je, les- les pertes de chars renseignés, pour autant qu'on puisse les renseigner, enfin renseignés avec de l'open source, enfin des renseignements en source ouverte, en particulier le site hollandais qui s'appelle Oryx, recense depuis le début de la guerre, donc depuis 3 ans maintenant, à peu près 4000 chars détruits, 3000 côté russe, un millier côté ukrainien. Donc c'est 4000 chars détruits en 3 ans à rapprocher aux 3000 chars détruits en 3 semaines. oui, oui. Et alors, Euh, par qu'est-ce qu'on appelle détruit? Est-ce que certains sont totalement détruits ou bien alors, reconstructibles après des travaux? ça recouvre plusieurs catégories. Ça regroupe les chars détruits, les chars trop endommagés pour être réparés, les chars capturés, Mhm. parce qu'il ne faut pas oublier que Ukrainiens et Russes se sont capturés mutuellement des chars. Voilà. Donc c'est toute perte confondue. Toutes catégories confondues. D'accord. Voilà. Est-ce que tu peux envisager le montage de drones, soit aériens, soit terrestres, à bord des chars, pour que le char lance son propre drone, aérien ou terrestre? Il y a une dizaine d'années, nos amis italiens proposaient un drone tiré canon, à savoir à basse vitesse, bien entendu, et qui après aurait déployé ses ailes. Bon, ce projet-là, on n'en parle plus trop actuellement. Mais que penses-tu du montage, enfin, de l'utilisation du char Leclerc ou Leclerc futur, en tant qu'également que, non pas porte-avions, comme pourrait le penser Xavier, mais comme porte-drone? Alors, c'est une réponse en plusieurs parties. La première, c'est que en 2005, j'ai réalisé un projet qui s'appelait le Leclerc 2010. Voilà. Euh, sur ce projet qui date de 2005, j'avais déjà installé des drones de reconnaissance sur la tourelle. Mhm. Donc, drones consommables, si j'ose dire, qui permettaient de voir de l'autre côté de la colline. Donc, on va dire que l'idée n'est pas nouvelle, elle a déjà une vingtaine d'années. Ce que je note aussi, c'est que
sur la plupart des chars qui étaient exposés à Eurosatory l'année dernière, enfin au stand KNDS et au stand Rheinmetall. Ils étaient tous dotés, alors avec des niveaux d'intégration sans doute à parfaire, mais ils étaient tous dotés de drones. Alors, soit des drones pour l'observation, alors ça peut être un drone, comme disent les Anglais, tethered, c'est-à-dire un drone avec un fil à la patte, hein, c'est-à-dire un drone on le met sur le toit de la tourelle, on le fait s'envoler. En fait, c'est comme un cerf-volant. Voilà, c'est comme un Oui, oui. cerf-volant, il a un fil à la patte. L'immense avantage, c'est que ce fil à la patte permet non seulement de transmettre les informations, mais aussi de l'alimenter en énergie électrique. Donc des drones fil à la patte, on peut tout à fait l'imaginer sur un char. Il y a aussi des drones consommables, donc on peut très bien imaginer des tout petits drones, quasiment des drones de poche, que le char éjecte avec des tubes Galix. Ça peut Mhm. être des tubes Galix, hein. Oui, Il y tout a à des fait. projets aujourd'hui pour éjecter des mini-drones avec les tubes fumigènes. Donc les tubes fumigènes, c'est les tubes qui font 80 mm. 80 mm, il y a largement de quoi mettre un petit drone déployable. Donc on éjecte le drone et en fait le drone renseigne l'équipage sur ce qui se passe autour. Ça permet de rentrer dans un immeuble Mhm. par les fenêtres. Ça permet d'aller regarder sur le toit d'un immeuble. Ça permet d'aller regarder de l'autre côté du bosquet ou de l'autre côté de la zone pavillonnaire, de l'usine ou je sais pas quoi. Et donc de renseigner le char. C'est complètement consommable, donc on peut le laisser tomber. Il n'y a pas besoin de le récupérer. Et ensuite, il y a quelque chose de beaucoup plus agressif. Ça, c'est la société Rheinmetall qui a proposé ça sur son char KF-51. C'est que le char KF-51 a une nuque de tourelle qui est divisée en deux parties. Et c'est un petit peu un choix et un menu. Soit on met moitié drone, moitié obus pour le canon, Mhm. soit on met la totalité en obus, mais enfin, c'est relativement modulaire. Et donc le char KF-51, sur sa moitié, peut recevoir, je crois, jusqu'à 6 drones d'attaque. Donc là, c'est vraiment du drone d'agression et de destruction, ce qui permet au char de faire du tir TAVD, donc du tir au-delà de la vue directe. Alors évidemment, à condition d'être renseigné sur la cible, puisqu'il ne la voit pas par définition. Donc il aura peut-être avant envoyé un drone de reconnaissance ou quelqu'un d'autre l'aura renseigné sur la cible à atteindre et il tire un drone à relativement longue portée, puisque je crois que sur les KF-51, ce sont des drones d'origine israélienne qui doivent avoir au moins 10 km de portée, donc c'est assez considérable. Donc oui, la relation char-drone, on va dire qu'elle est quasiment acquise. Oui. De même que la relation char-robot terrestre. Il y a des projets, par exemple, sur le char Leclerc, moi je me souviens, il y a, encore une fois, il y a 20 ans, on avait imaginé qu'à la place d'un des bidons de carburant de 200 litres qu'on accroche derrière le châssis, on puisse mettre un porte-robot. Voilà, Mhm. donc un robot de taille relativement modeste, enfin un truc d'une centaine de kilos, qu'on puisse descendre avec un petit mécanisme ou un petit bras, on le dépose au sol et puis le robot file au devant du char pour éclairer la route. Donc ça aussi, hein, c'est déjà dans les cartons depuis 20 ans. Ouais. Mais parfois, il faut un certain temps pour que les idées soient validées par les financiers. Euh, Est-ce qu'il y a des idées d'équiper à un moment donné des Leclerc, français ou émiriens, de cette solution qu'on voit fleurir en Ukraine et en Israël, à savoir ce que je vais appeler une pergola, c'est-à-dire une sorte de superstructure au-dessus de la tourelle pour protéger le char des drones adverses? Alors, j'appelle ça pergola, mais c'est une dénomination personnelle, c'est peut-être pas le bon mot, mais une superstructure légère qui est là pour, je dirais, servir de protection surélevée par rapport à la tourelle et au char. On voit ça régulièrement dans des photos ou des vidéos qui reviennent d'Ukraine ou qui reviennent de Gaza. Alors, la STAT, la section technique de l'armée de terre, a dans ses ateliers réalisé sur son initiative d'ailleurs un maquettage pour un VBCI. J'ai vu le VBCI avec ça et pour le Charles Leclerc. Donc
il y a des photos qui traînent sur Internet d'un Charles Leclerc avec une pergola. Encore une fois, c'est un pis-aller, hein, c'est une solution de circonstances. Euh, Urgence. est-ce qu'elle migrera sur la totalité du parc? Je ne sais pas. En tout cas, je pense que l'intention de la STAT était clairement d'attirer l'attention de tout le monde sur le fait que le Leclerc a clairement une fragilité de ce côté-là, comme tous les chars. Enfin, je veux dire, il est pas atteint d'une tare congénitale insurmontable. Voilà, et tous les autres chars sont logés à la même enseigne. Et donc, il faut effectivement trouver des solutions assez rapidement. Alors que ce soit des solutions de camouflage, des solutions de dissimulation, des solutions de protection par grillage, des solutions de protection active, hein. On essaye aussi de regarder en particulier si les solutions de protection active qui ont été mises au point pour contrer les missiles et les roquettes anti-chars sont capables de contrer les drones, Hmm. dont je m'empresse de dire qu'ils ont un comportement qui est complètement différent de celui des missiles et des roquettes, hein. Voilà, quand on voit des vidéos sur le front ukrainien, on voit le drone qui fonce vers le char et puis qui brutalement s'arrête. Ouais. Voilà, moi j'ai jamais vu un missile s'arrêter en plein vol Mais ou une roquette s'arrêter en plein vol. ça a le Voilà. dynamique, Donc dynamique. le drone s'arrête, Ouais. il regarde sa cible, il fait le tour, il fait le tour du char. Voilà, il fait le tour du char et il regarde l'endroit par lequel le défaut de la cuirasse, là où il faudrait véritablement taper. Et alors le problème, c'est que aujourd'hui les algorithmes de traitement du signal d'un radar de protection active n'est absolument pas du tout prévu pour ça. Voilà. Il est prévu pour traiter des trajectoires balistiques ou des trajectoires semi-balistiques ou semi-tendues d'un missile ou d'une roquette, mais Ouais. certainement pas d'un drone qui fait du surplace, qui repart, qui peut se poser au sol. Les Hmm. drones se posent au sol, attendent et repartent. Hmm. Donc on a aujourd'hui un mode d'agression avec les drones que nous ne connaissons pas, en fait. Et donc, si nous devons mettre au point des systèmes de protection active, c'est-à-dire des systèmes qui détruisent en vol les drones, il va falloir beaucoup d'imagination et surtout il va falloir un traitement du signal un peu sérieux, quoi. Hmm. Alors, j'ai une autre question auquel je pense que la réponse est facile. Y a-t-il sur certains Leclerc, les Français, les Émiriens, de la climatisation? Je crois que aux Ah, mais ils Émirats, sont tous climatisés. d'accord. Voilà. Alors, ils ne sont pas climatisés avec la même solution, mais Ouais. ils sont tous climatisés. Y a-t-il eu des développements et éventuellement des mises en service de munitions à uranium appauvri pour nos Leclerc, pour le 120 du Leclerc? Alors, je vais vous faire la réponse qui est publique parce qu'elle est dans un rapport de l'Assemblée nationale. Donc là, c'est bon, je peux parler. Oui, il y a des munitions à uranium appauvri, qui s'appellent d'ailleurs l'OFL F2. D'accord. Mais je ne peux pas en dire plus. Ok, donc on ne te demandera pas par quel processus l'équipage peut s'en servir. Merci. Alors, y a-t-il une idée d'un Leclerc qui serait, ou d'un successeur de Leclerc, qui serait lui-même dronisé, c'est-à-dire qu'en utilisant l'IA, etc., le char serait sans équipage à bord? Alors, il y a plusieurs niveaux de Un char réponse. robot. Ouais. Alors, il y a plusieurs niveaux de réponse. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle le char optionnellement robotisé. Mhm. Alors ça, c'est quelque chose que les Israéliens mettent en pratique, hein, puisque on a aujourd'hui dans l'armée israélienne les gros booters D9 Caterpillar, ceux qui sont ces énormes machines bulldozers là,
qui éventre les maisons, qui démine, qui déblaye les rues de Gaza pour que les chars et l'infanterie puissent passer derrière. Donc ce sont des engins qui, évidemment, peuvent être manipulés et pilotés par un pilote humain, si j'ose dire, hein, voilà. Mais le pilote peut débarquer de son véhicule et puis à ce moment-là, il est complètement robotisé. Je rappelle que dans l'armée française, nous avons un véhicule équivalent qui s'appelle l'AMX-30B2DT, on l'oublie souvent. L'AMX-30B2DT est un char optionnellement robotisé, c'est-à-dire que, je veux dire, en temps normal, au quartier, en temps de paix, enfin voilà, bon, c'est un pilote qui manipule l'engin, qui le met au garage et qui le fait avancer. Mais pour déminer un champ de mine, le pilote, évidemment, il sort du char et on perd cette machine. Donc c'est une solution que l'armée française connaît, elle est même en service, elle a été qualifiée, développée, voilà. Bon. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'optionnellement piloté. D'ailleurs les Israéliens imaginent que sur leur Merkava 5, donc la nouvelle version du Merkava, il y ait cette possibilité effectivement de faire complètement descendre l'équipage et d'envoyer le char tout seul devant. Donc ça c'est tout à fait possible. Après, l'autre étape, c'est le char robot, c'est-à-dire il n'y a plus personne à bord, il n'y a plus personne à bord et on le téléopère. Bon, alors ça, c'est peut-être un pas qui sera franchi avec le MGCS. En tout cas, euh, on en parle de ce niveau de robotisation sur le MGCS. Mais aujourd'hui, je pense que le débat n'est pas complètement clos parce que je prends pour exemple le programme de char que les Indiens veulent lancer. Eh bien, c'est un char à 4 hommes. Pour exactement les mêmes raisons que j'ai données tout à l'heure sur Claire Évolution, où on a rajouté tellement de choses sur ce pauvre char que les 3 gars à bord n'y suffisent pas. Et donc, il en faut un quatrième. Et d'ailleurs, ce quatrième, il est appelé opérateur système, ce qui veut évidemment tout dire. Ah oui. Donc, c'est un gars qui sera chargé, par exemple, de manipuler les tourellots qui sont sur le char, qui sera capable de justement d'opérer les drones qu'on envoie en avant, ou le petit robot, ou il sera chargé de la surveillance logistique et de l'état technique du char, etc., etc. Donc, en fait, aujourd'hui, on a on a des tendances tout à fait contradictoires entre des armées qui finalement sont prêtes à repasser du 3 au 4, parce que je rappelle que l'armée indienne, c'est une armée de chars à 3 hommes, puisque ce sont des T-72 et des T-90, donc des Et chars l'argent est à russes 4. à 3 hommes, et que pour son char de nouvelle génération, elle en veut 4. Bon. Si c'est Et pas le puis, cas on a effectivement cette tendance à la robotisation qui veut que les armées essaient d'exposer le moins d'hommes possible au feu ennemi, et évidemment, il vaut mieux faire avancer des machines. Le problème aujourd'hui, c'est que, on va dire que la robotisation dans l'état technologique actuel ne permet pas de faire des économies de ressources humaines dans les armées. Au contraire, il apparaît que les robots sont plus consommateurs de ressources humaines que les véhicules habités. Ouais. Parce qu'ils nécessitent des moyens de transport particuliers, ils nécessitent des opérateurs. Alors l'opérateur n'est pas dans le char, mais il est à l'extérieur, mais il existe quand même, voilà, Ah oui. etc., etc. Donc en fait, on a une difficulté aujourd'hui qui est due au milieu terrestre, qui est que l'autonomie de mobilité n'est pas acquise. En clair, une machine, quand elle est larguée au milieu de nulle part, elle a du mal à discriminer et comprendre son environnement. Ce qui évidemment n'est pas le cas pour les drones navals ou les drones aériens, parce qu'ils sont dans l'eau ou dans l'air, donc eux, Oui, c'est ça, assez facile. je crois pas, oui. Imaginez un char robotique doté d'une capacité de décision autonome en matière de mobilité mature. Imaginez un machin comme ça largué dans les rues de Gaza, Ouais. où il y a tous les gamins qui traversent la route, qui jouent au foot, voilà, la grand-mère avec son panier qui rentre chez elle. Enfin, le tout dans les gravats, la poussière, la chaleur et le Départ de désordre, véhicules qui sont ce peut-être sera très guidés. difficile pour pour le robot de comprendre où il est. Absolument.
Alors, j'ai une autre, je reviens sur la motorisation, c'est-à-dire la mobilité. Donc, nous avons tous les deux, nous sommes d'accord, et sur l'électrification totale du char. Mais penses-tu pas que une solution moteur hybride pourrait être envisagée? Oui, alors, une fois qu'on a éliminé la Tesla des blindés, Voilà, c'est-à-dire un machin qui ne se déplace qu'avec l'énergie embarquée avec l'énergie de ses batteries embarquées, on peut imaginer le Saint-Chamond de 1917, dont je absolument. rappelle qu'il était à propulsion pétrolo-électrique. C'était l'expression de l'époque, hein. À l'époque, on appelait ça les pétrolo-électriques. Donc, c'est quoi le pétrolo-électrique? Eh ben, c'est un brave moteur qui entraîne une génératrice qui débite dans deux moteurs électriques. Voilà, et qui font avancer le char. Alors ça, c'est tout à fait possible. On Ça a c'est vu en Allemagne aussi, dans les années 40, oui, oui, beaucoup absolument. Oui, oui, tout à fait. En plus de Allemagne, force. le char Ferdinand Oui, était complètement. à propulsion électrique, à Ouais. propulsion pétrolo-électrique, donc en Ouais. fait un groupe, en fait c'est un groupe électrogène, hein, pour faire simple. C'est un groupe électrogène qui débite dans deux moteurs électriques sur les barbotins et le char avance, hein. Voilà. Bon, après, il faut une électronique de puissance parce que on a besoin que ce char vire de manière à peu près élégante. Donc il y a des transferts de puissance à faire d'un moteur à l'autre, il y a des régulations, il y a des onduleurs, il y a tout un tas de trucs. Mais ce que je veux dire, il y a une électronique de puissance, mais ça, alors ça c'est tout à fait techniquement faisable, ça il n'y a aucun problème. Après il y a l'hybride. L'hybride c'est autre chose. Ah oui. L'hybride c'est une transmission qui combine deux moyens de transmettre de la puissance, en l'occurrence de la mécanique et de l'électrique. Donc ça, c'est la Toyota Prius. Hein, Ouais. la Toyota Prius du début des années 2000, là, celle que tous les Californiens surfeurs branchés avaient, c'est exactement ça. C'est-à-dire, Et 3 km d'autonomie en électrique, hein. voilà, alors il y a très peu de kilomètres qu'on peut faire en électrique parce que les batteries, elles sont extrêmement limitées. Par contre, ce que cela permet, mais il faut pour ça que l'emploi du véhicule s'y prête. Et là, la Toyota Prius, c'était parfait parce que c'était un cycle urbain Mhm. qui était que la vertu de l'hybride dans ces conditions-là était que l'énergie libérée au freinage et au ralentissement était recyclée et permettait de recharger les batteries. Ce qui fait que quand le véhicule redémarrait, il tirait sur ses batteries et non pas sur son moteur, et c'est de là d'où vient la réduction de consommation. Bon, donc sauf à faire la guerre en ville, Mhm. C'est possible. ce C'est qui est pas. voilà, et en s'arrêtant au feu rouge, hein, je précise, voilà. Les cycles urbains des chars, ça reste quand même un concept un peu vaporeux, pour pas dire l'inverse. Par contre, l'intérêt de l'hybride, c'est autre chose dans le domaine du char ou dans le domaine du blindé. Ce ne sera pas pour faire des économies, parce que alors ça, c'est même pas la peine d'y compter, hein. Donc on va pas faire des Toyota Prius. C'est plutôt pour avoir différents modes d'avancement. C'est-à-dire Oui. qu'on pourrait Bien très sûr. bien imaginer, Ouais. par exemple, au quartier, sortir le char du garage, bon, on n'a pas besoin d'allumer le moteur. Mhm. Le véhicule sort sur ses moteurs électriques en tirant sur ses batteries. De toute façon, il va faire quoi? 300-400 mètres, donc c'est bon. On n'allume pas le moteur, on sollicite pas le moteur, on le sort avec sur ses moteurs électriques. L'autre aspect, c'est l'aspect accélération, c'est-à-dire que si les moteurs électriques de la chaîne hybride sont correctement placés, en bout de chaîne mécanique, ça permet de rajouter du couple au couple mécanique de base, et donc ça permet au char d'accélérer assez fortement. Mais là aussi, on tire sur les batteries. Le char, il fait un bond, comme on dit, un bond tactique, donc un bond de 200, 300 mètres, voire même 1 kilomètre. Ok. Donc il a bénéficié d'un couple supplémentaire, de chevaux supplémentaires, qu'on a tiré sur les batteries grâce à sa transmission hybride. Mais je dirais, le reste du temps, il a une brave transmission mécanique qui est très très bien et qui a un très bon rendement par rapport à une transmission électrique. Et ça lui permet, quand il est en mode électrique, d'être silencieux. Alors ça lui permet aussi de se déplacer en mode silencieux, voilà, mais pas complètement furtif parce que s'il a utilisé son moteur diesel pendant des dizaines de kilomètres, il sera chaud. Voilà, Absolument. Il est encore chaud. il sera encore chaud. Eh bien, écoute, je crois que j'ai fait le tour.
prie de m'en excuser auprès des camarades dont j'aurais pu oublier leurs questions. Il est 8 heures. Ces 2 heures que nous avons passées, non, cette heure et demie que nous avons passée ensemble a été passionnante et je n'ai qu'un souhait que tu acceptes de revenir pour, à nouveau, dans le cadre de la commission Histoire, nous parler de quelques projets, quelques véhicules qui ont marqué le monde de l'armement et le monde des blindés parce Eh ben que moi, je vous remercie pour je vous remercie réellement. pour votre écoute. Je vous remercie pour votre écoute et pour vos questions. Je vous dis avec grand plaisir, oui, sans doute à bientôt. Et nous serions dans une véritable conférence et pas conférence. Tu aurais eu droit à une cravate, à une médaille, mais que nous te remettrons dans une vie où nous nous rencontrerons en physique. Mais réellement, nous avons été passionnés. Le travail n'est pas terminé. Il faut que je fasse un compte rendu que je te soumettrai pour que cette conférence reste dans les annales. En tout cas, au nom de toute la commission Histoire, un immense merci. Avec plaisir. Merci Marc et bravo pour ton érudition et la clarté de la présentation. Ouais. Merci infiniment, j'apprécie beaucoup. Un grand merci Un de grand l'accueillir, plaisir, oui. réellement. Et les deux premières conférences euh, Vulcain